Madame, Monsieur, bonsoir. Message d'encouragement au garant du respect du couvre-feu sanitaire. Le ministre de la Sécurité est aux côtés de ces hommes à Bobo-Dioulasso. Une mission terrain pour apporter le soutien moral et la satisfaction du gouvernement. Élément à suivre en ouverture de journal. Une croissance économique qui pourrait passer de 5,7 en 2019 à 1,38, voire même moins 1,75 en 2020. Ainsi évalue-t-on l'impact du Covid sur l'économie burkinabé à l'échelle macroéconomique et sectorielle. L'étude menée par Forge Afrique, Observatoire de veille pour une gouvernance économique en Afrique, vous sera détaillée dans cette édition. Comment respecter les mesures barrières dans ce temps d'accomplissement du 4e pilier de l'islam? On en reparle ce soir. Comment concilier ces deux impératifs exigés par la situation? Vos avis nous intéressent et nous serons avec les fidèles du côté de la ville de Waiguya. Quelle stratégie commune et quels moyens communs face à la pandémie mondiale du Covid? Plusieurs pays s'engagent auprès de l'OMS pour une accélération de la production de vaccins, traitements et tests diagnostiques. L'organisation entend lever d'ici début mai plus de 7 milliards d'euros. Plus de 70 essais précliniques pour un vaccin sont actuellement en cours dans le monde. Une fois de plus, bonsoir et merci de nous suivre. Ce sont là les titres de votre 20h. Le point de la situation du Covid à la date du 24 avril au Burkina présente de très bonnes nouvelles. 0 nouveau cas confirmé, 0 décès et 17 guérisons au total. 146 cas restent encore sous traitement. Nous leur souhaitons un prompt et total rétablissement. Cap sur la ville de Bobo-Dioulasso, l'effectivité du respect du couvre-feu est constatée par le ministre de la Sécurité. Une visite aux hommes en poste à la gendarmerie et à la police pour apporter encouragement et satisfaction du gouvernement. Constat sur le terrain avec Drissa Traoré et Karim Sissé. En ce 35e jour de l'instauration du couvre-feu, les éléments de la gendarmerie de Bobo-Dioulasso reçoivent ici au Cancunement leur ministre de tutelle. Ousseini Compaoré est venu constater de visu le travail abattu au quotidien par ses agents et aussi les encourager. À 21h20, cap est mis sur la ville. Au quartier du Lassobar, le cortège aperçoit des jeunes encore dans la rue, et ce, malgré le couvre-feu. Et au ministre de procéder à une séance de sensibilisation. En dehors de ce quartier, toute la zone Est, placée sous le contrôle de la gendarmerie, était déserte. De la gendarmerie, le visiteur du jour se retrouve avec la police. Là, le commissaire central de Bobo-Dioulasso lui fait le point de leur zone de patrouille. Avec les policiers, Ousseini Compaoré prend la température de la ville. Rien de spécial à signaler. Nous avons fait un tour en dehors de quelques adolescents qui jouent au cache-cache avec la police. Globalement, nous avons vu ensemble que le couvre-feu est respecté. Cela prouve qu'il y a une prise de conscience et ceux qui ne le respectent pas, je suis persuadé que dans les jours à venir, ils vont prendre conscience et que le couvre-feu sera total, ce qui participera à la cassure de la chaîne de transmission du Covid-19. L'engagement des FDS à faire respecter le couvre-feu à Bobo-Dioulasso, malgré un contexte difficile, est salué par le ministre de la Sécurité. Un ministre qui d'ailleurs promet de renforcer davantage le matériel de protection et de travail des agents. Et quel pourrait être l'impact du Covid-19 sur l'économie burkinabé? La croissance économique évaluée à 5,7% en 2019 connaîtra une baisse dont les chiffres oscillent entre 1,38% et moins 1,75% selon la durée de la pandémie. L'évaluation à l'échelle macroéconomique et sectorielle est faite par Forge Afrique, un observatoire de veille pour une gouvernance économique en Afrique. Les chercheurs
recommande l'adoption d'une stratégie globale structurante et endogène de relance économique. Les détails avec Jean-Eudes Bayala et Maïmouna Traoré. Forge Afrique présente les résultats de son analyse économique des effets du Covid-19 au Burkina Faso aux hommes de médias. Selon le conférencier, l'analyse a utilisé un modèle de simulation et des données réelles représentant la structure de l'économie burkinabé. Face à l'incertitude sur la durée du phénomène, deux hypothèses sont formulées. Un scénario optimiste qui suppose une maîtrise de la maladie au bout de 3 mois avec une baisse de la demande mondiale pour les exportations burkinabées de 10%. Et un autre scénario pessimiste qui suppose que la pandémie s'étend sur 6 mois avec une baisse de la demande mondiale des exportations burkinabées de 20%. Les résultats indiquent aussi des impacts importants tant sur le plan macroéconomique, etc., sur le bien-être des agents, toutes catégories confondues. Tout d'abord, la croissance économique pourrait passer donc de 5,5% en 2009 dans une fourchette comprise entre 1,38%. Et une telle révolution représente donc une perte de la richesse nationale qui va de 345 milliards à 645 milliards de francs CFA. Et ensuite une hausse du chômage, comme nous l'avons dit, qui sera comprise entre plus 1,93% et plus 5,92% à raison donc de la production agricole. Pour les chercheurs, loin d'être alarmiste, l'étude a pour but d'attirer l'attention sur les graves conséquences du Covid-19 sur le Burkina Faso et que les mesures déjà prises laissent penser à une gestion des effets à court terme. Nous pensons qu'il serait important de réfléchir sur une stratégie globale, structurante et endogène de relance économique qui va se fonder sur les capacités internes du pays et sur les besoins effectifs et réels des agents. Pour cela, il conviendra d'entreprendre donc des actions de relance tant du côté de l'offre que du côté de la demande. Forge Afrique recommande qu'au-delà des actions ponctuelles, l'accent soit mis sur la restructuration de l'appareil productif du pays pour en faire un système de production dédié essentiellement à la satisfaction de la demande domestique et qui s'alimente principalement de matières premières locales. Des mesures qui devraient être implémentées dans un environnement social apaisé. La réouverture des marchés qui s'inscrit dans ces actions de relance de l'économie et Fadam Gourmand qui entre dans la dynamique. Fermé depuis le 18 mars, le marché retrouve ses locataires habituels et sa clientèle, tous désormais soumis au respect des gestes barrières et des mesures sanitaires. Le témoignage avec Amidou Lankwande et Ibrahim Hassan. Après environ 1 mois de fermeture, le grand marché de Fadam Gourmand ouvre ses portes. Et c'est en présence des coutumiers et des représentants des commerçants que le maire Jean-Claude Loiry donne le top de départ. Il faut se laver les mains avant de franchir la porte d'entrée, mais pas seulement. Nous avons imposé que tous ceux qui veulent rentrer à l'intérieur du marché puissent porter un cache-nez. Nous avons, avec les commerçants, libéré l'ensemble des allées. Et avec les commerçants, nous sommes convenus de réduire le nombre de personnes à l'intérieur des boutiques. Et enfin, nous avons, ensemble avec les commerçants, décidé des mesures de distanciation sociale qui devraient donc permettre de nous prémunir de la maladie. Au-delà de ça, il y a beaucoup d'autres mesures qui sont au total au nombre de 18. La veille, le maire, avec l'appui de l'ONEA, a procédé à la désinfection du marché. Les allées ont également été dégagées. Pour les commerçants, l'attente fut longue. Il faut se précipiter pour ouvrir les boutiques. On est content de rentrer dans le marché parce que ce n'était pas facile. Dans les 3 semaines, là, ce n'était pas facile. Il y a l'eau posée à la porte. Vous lavez les mains avec le savon avant de rentrer. Et puis on a dit de ne pas cracher au marché. On est très ému de la réouverture du marché. Les mots nous manquent. La première des choses, par exemple, on a mis 2 lave-mains à chaque porte et dans les allées principales. On a eu des volontaires qui sont prêts à nous accompagner et 2 par porte. Si tu arrives, première des choses, il faut avoir un cache-nez. Et la deuxième des choses, il faut que tu laves les mains avant
d'avoir accès au marché. Les vendeuses de légumes qui occupaient les allées et les abords du marché devront encore attendre. Les marchés à bétail restent également fermés pour le moment, mais une concertation est en cours avec les acteurs pour sa probable ouverture, foi du maire de Fadangourma. Dans le Sahel, l'évolution de la pandémie est suivie de près par le Comité régional de gestion des épidémies. Troisième rencontre à Dori avec pour objectif de faire non seulement le bilan des actions menées sur le terrain, mais aussi celui de la situation épidémiologique. Le compte rendu depuis Dori avec Ibrahim Kagoni et Pinidi Yanou. La situation épidémiologique de la maladie à coronavirus fait état de 51 cas suspects et 17 cas confirmés dans la région du Sahel à la date du 22 avril. Et cette session du comité régional de gestion des épidémies sert de cadre pour dresser les activités qui ont été menées sur le terrain et d'apprécier les actions à conjuguer pour éviter la propagation de la pandémie dans la région du Sahel. Nous sommes très heureux d'avoir pu contenir la situation au niveau du site de Sakane. Et à ce jour, nous n'avons pas de nouveaux cas confirmés au niveau du village de Falangoutou, ce qui montre quand même que les actions ont été commencées de façon précoce et que l'ensemble de ces actions portent de façon très efficace. La reprise des activités socio-économiques est d'actualité dans plusieurs régions du Burkina et la région du Sahel n'est pas en reste. Mais en attendant, l'heure est à la prise des mesures selon le comité avant toute reprise des activités au Sahel. Vous avez des marchands de bétail qui vont certainement dans un avenir proche revenir au niveau des différents marchés. Il faudra pouvoir les suivre, il faudra pouvoir assurer un screening, investiguer tout cas ou toute personne qui présente une symptomatologie qui nous oriente vers le Covid-19. Vous avez aussi l'éducation qui s'apprête à reprendre ses activités. Nous devons avoir des mesures qui servent vraiment à la protection des enfants et des enseignants qui vont reprendre le chemin de l'école. Le besoin pour faire face à la pandémie est énorme. Le comité demande alors à tous les secteurs étatiques et collectivités à l'Union pour contrer la propagation de cette pandémie qu'est le Covid-19 dans la région du Sahel. Dans la région du centre, il est question de formation du personnel soignant. Les médecins-chefs de districts sanitaires et leurs collaborateurs, 18 au total, ont été conviés par le conseil régional à une formation sur la gestion du système des incidents, l'incident renvoyant à la notion d'imprévu lors des urgences sanitaires comme la pandémie à Covid. Détail avec Ismaël Diloma-Sirima. Retour à l'école pour les médecins responsables des districts sanitaires de la région du centre. Ils révisent ici le concept d'incident en matière de santé. Il s'agit de tout phénomène imprévu qui intervient lorsqu'on est dans une situation d'urgence, comme celle dans laquelle nous sommes actuellement. Avec la pandémie du Covid, il s'agit d'une urgence sanitaire et au niveau national, il y a mis en place un gestionnaire d'incidents qui gère ce phénomène. Avec la décentralisation et la prise en charge qui se passe maintenant au niveau des secours sanitaires, l'ensemble des responsables des districts sanitaires et de la DRS doivent avoir les différents mécanismes pour mettre en place tout le système de gestion et de contrôle qu'on a au niveau de l'information sanitaire. 18 personnes sont concernées par cette formation qui va durer 3 jours. Une activité rendue possible grâce à des partenaires du Conseil régional du centre. Nous avons eu cette chance-là d'interpeller un de nos partenaires dans le cadre de la coopération décentralisée, qui est la région Bretagne-France, qui a accepté, en ces moments difficiles, nous accompagner et pour la formation qui se tient aujourd'hui et également pour la remise de matériel de protection. À l'issue de cette formation, les participants devraient être outillés pour gérer au mieux les imprévus qui surviennent lors des phénomènes d'urgence, comme celle de la pandémie de la maladie à coronavirus.
Deuxième jour de jeûne pour les musulmans et dans ce contexte sanitaire, il faut s'abstenir des prières collectives tout en respectant les mesures sanitaires. Ce soir, nous avons choisi de faire le constat dans les mosquées de la ville de Waiguya. Nous voyons cela avec Issoufou Kaboré et Abdoul Rasmane Zongo. 12h30 sonne en ce vendredi 24 avril 2020. Ici au secteur 6 d'ordinaire, la grande mosquée de Waiguya refuse du monde. À l'évidence, il n'en est rien, même pas en ce premier jour du jeûne musulman. Motif invoqué, le respect des mesures barrières devant limiter ou stopper le coronavirus. Et quelle attitude de comportement adopter face au coronavirus en temps de carême? Selon le grand imam de Waiguya, le jeûneur doit toujours prier et invoquer Dieu, seul ou en groupe, uniquement à la maison. Car, poursuit-il, cette maladie est une épreuve de Dieu. Son remède est également entre les mains de Dieu et nous devons tout simplement l'implorer. 13h pile à un autre lieu de culte, notamment au secteur 2 de Waiguya. Le constat est similaire. Silence, pas de prière de vendredi, donc pas de jeûneur ou pas du monde. Autre mosquée dite saoudienne, cette fois-ci au secteur 1 de Waiguya. Il est 13h10, là aussi, l'édifice religieux est vide et fermé. Nous devons toujours continuer à respecter les mesures barrières que le gouvernement et les agents de santé ont édictées. Ce que les savants ont recommandé suivant les textes islamiques en vigueur, c'est de rester confinés dans nos maisons avec nos familles. Chaque chef de famille peut être imam avec les membres de sa famille et accomplir toujours les prières comme ça se faisait dans les mosquées. L'un de vos secrets, absolument, demeure l'élimination rapide de cette pandémie mondiale qui trouble un peu plus chaque jour le sommeil de plus d'une personne, voire de plus d'un peuple. Dans le registre Solidarité, on parle ce soir de 30 millions offerts par deux cimenteries et un particulier au ministère de la Santé, des chèques accompagnés de cartons de gel hydroalcoolique. La remise avec Urbain Benito Somé et Estelle Judith Assokba. Pour barrer la route au Covid-19 dans notre pays, aucun geste de soutien n'est de trop en cette période de pandémie de la maladie du coronavirus. Ce 24 mars encore, le ministère de la Santé reçoit des dons en nature et en espèces. La première unité de cimenterie du Burkina Faso, Diamond Cement, offre 10 millions de francs CFA pour soutenir le ministère de la Santé dans l'achat des masques de protection. Et vous savez très bien qu'il y a des élèves, il y a des étudiants, il y a des personnes vulnérables où il sera difficile pour eux d'acheter les cache-nez. Donc c'est pour cela que nous sommes venus ce matin apporter notre soutien afin que le ministère puisse user en tout cas ses moyens, ne serait-ce qu'acheter des masques pour ces personnes vulnérables. SIMAF Burkina lui offre ici un chèque de 20 millions de francs CFA et une centaine de cartons de gel hydroalcoolique d'une valeur d'environ 3 millions de francs CFA. Une première action, d'autres actions vont suivre les jours à venir. Ça sera une contribution aussi pour les mairies et la population démunie en termes de vivres. À la suite de ces deux sociétés de cimenterie, un particulier fait parler son cœur. Lazare Bansé, ancien directeur général de la CAMEG, offre à titre personnel 5 millions de francs CFA. C'est les petits ruisseaux qui font les grandes rivières. C'est une modeste contribution et donc qui vient agrandir le lot de toutes les contributions qui ont déjà été faites. Je souhaite tout simplement que nous arrivions à combattre ces fléaux et que dans quelques semaines, dans quelques mois, on ne parle plus du Covid-19. Tous ces dons sont offerts en guise de leur contribution dans la lutte contre le Covid-19. Et la Fondation Ben Massoud, engagée dans l'humanitaire, répond également à l'appel au soutien. Ce 23 avril, elle a remis au président du Conseil supérieur de la communication des cartons de gel et de masques, un don destiné aux différents médias. Ismaël Diloma Sirima.
du soutien pour les journalistes en cette période de pandémie du coronavirus. La Fondation Ben Massoud offre aux médias des masques de protection et du gel hydroalcoolique. Le don est remis au Conseil supérieur de la communication afin qu'il le remette aux différentes fêtières. Nous devons les soutenir. D'abord, ce qu'ils font, nous l'amener comme des infos à chaque moment pendant la nuit et la journée. Et comment ils arrivent, comment se protéger. Si cela venait, voilà, c'est à travers les informations. C'est une contribution, aussi un rappel à tous les abbés de passer aux presse parce que les presses sont très exposées. Donc ce sont eux aussi qui nous amènent à savoir comment nous protéger dans les médias. Nous allons traduire notre reconnaissance pour avoir pensé au travail difficile que les médias, et particulièrement les hommes de terrain de la presse, mènent en ce moment. Comme je l'ai dit, après les médecins et tout le personnel soignant, ceux aujourd'hui qui sont obligés d'être sur le terrain, au jour le jour, ce sont les hommes des médias. Ça veut dire qu'ils sont extrêmement exposés. Et c'est pourquoi le président du Conseil supérieur de la communication rappelle aux différents donateurs de songer davantage à la protection des travailleurs des médias. Au même moment, le président du CSC salue le boulot qu'effectuent les travailleurs des médias dans le cadre de la riposte contre le coronavirus. Le syndicat national des travailleurs de la douane, pour sa part, équipe son administration en moyens de prévention. Ce sont 8 millions qui sont engagés pour l'achat d'équipements en hygiène publique. Vincent Kenrobego pour le compte rendu. La société immobilière de Winsom tend la main aux femmes et aux personnes âgées de la province de Loubritenga. Elle offre 10 tonnes de riz, 200 boules de savon et 200 bidons d'huile au profit de 200 ménages. Avec la fermeture des marchés et la suspension de beaucoup d'activités génératrices de revenus, la plupart des familles ont du mal à subvenir à leurs besoins quotidiens. C'est pourquoi nous avons décidé d'accompagner 200 familles. À toute sincérité, il n'y a plus d'activités. Même pendant les activités, c'était difficile. À chaque de les dire, n'en parlons pas que maintenant, il n'y a plus d'activités. Souvent, nous sommes oubliés. Et cette dame, comme je l'ai dit tantôt, qui a vu très loin pour penser aux personnes de troisième âge, nous sommes vraiment très honorés. Un geste apprécié également par le comité régional de gestion des épidémies du plateau central. Dans le ménage, il y a plusieurs personnes. Donc, je le disais tantôt, imaginons un peu le nombre de personnes qui seront touchées par ce geste. Selon la présidente du comité régional de gestion des épidémies du plateau central, la région enregistre 7 cas confirmés de Covid-19. Aux dernières nouvelles, 5 sont guéris et les 2 autres encore sous traitement. Nous étions plutôt à Zignaré avec la société immobilière Zolson qui offre des vivres aux femmes et personnes âgées. Une cible devenue vulnérable par le fait de la fermeture des marchés et l'arrêt de certaines activités génératrices de revenus. Le compte rendu était signé Paul David Bambara et Maïmouna Traoré. Nous allons en revenir à Ouagadougou et nous repartons au niveau du syndicat national de la douane pour son don à sa propre administration évalué à 8 millions de nos francs. Le syndicat des travailleurs des douanes contribue à barrer la route à toute propagation du Covid-19 dans l'administration douanière. Et cela se traduit par ce don d'équipements et de produits sanitaires, don fait par le Sinatrad à leur direction générale. Bien que des mesures soient déjà prises par la direction générale, nous pensons qu'un don, ce n'est pas de trop. Et surtout que ça nous permet de sensibiliser encore davantage, c'est l'effet recherché. Le don est composé de 1080 gels de 500 ml, 30 lave-mains avec une pédale, 5000 cache-nez et puis 10 000 paires de gants. Ce matériel nous permet de respecter ces mesures qui sont édictées. Et donc, venant d'un syndicat, je pense que d'abord, je peux considérer que c'est une solidarité interne, syndicat, administration. C'est à l'honneur
du syndicat, nous, on le remercie. On vient honorer à ce don et on le remercie grandement. Les douaniers sur le terrain et tout le personnel de l'administration douanière, sans distinction, seront bénéficiaires de ce geste fait par le syndicat. Un geste qui vient renforcer toutes les mesures déjà prises dans la prévention du coronavirus. Dans l'actualité hors de chez nous, plusieurs pays s'engagent auprès de l'OMS pour un accès universel au vaccin contre le Covid. 70 essais précliniques sont en cours dans le monde et 6 en phase de tests humains. Deux grands absents à cet engagement restent la Chine et les États-Unis. Plus de 190 000 morts dans le monde, plus de 2,7 millions de cas diagnostiqués et une question. Face à l'urgence, les pays parviendront-ils à se rassembler autour d'une stratégie commune? Ce vendredi, des pays comme la France, l'Allemagne, l'Italie ou l'Espagne, mais aussi des acteurs économiques privés étaient virtuellement aux côtés de l'Organisation mondiale de la santé pour se mobiliser en faveur d'une accélération de la production de vaccins, de traitements et de tests de diagnostic. Mais la Chine ou les États-Unis n'étaient pas représentés. Entre mai, nous annoncerons de nouvelles contributions dans le cadre d'un nouvel effort mondial. Ce jour-là, nous annoncerons également les prochains jalons d'une campagne mondiale. Une campagne qui vise à lancer un réapprovisionnement en continu. L'objectif est de lever 7,5 milliards d'euros pour accélérer les travaux de prévention, de diagnostic et de traitement. En tout, plus de 70 essais précliniques pour un vaccin sont en cours dans le monde selon l'OMS, tandis qu'au moins 6 sont déjà entrés en phase de tests sur des humains. Mais la clé serait aussi de faire en sorte que les avancées soient accessibles à tous les pays et non pas seulement aux plus développés. Il ne nous faut pas seulement un vaccin et des traitements pour un pays, une région ou la moitié du monde, mais un vaccin et des traitements pas trop chers, sûrs, efficaces, faciles à administrer et disponibles pour tous, partout. Pour faire simple, un défi gigantesque qui nécessitera une collaboration entre des pays qui ne sont pas toujours en excellents termes sur le plan diplomatique. J'espère qu'on arrivera à réconcilier, si je puis dire, auprès de cette initiative commune et la Chine et les États-Unis d'Amérique, parce que c'est au fond de dire la lutte contre le Covid-19, c'est un bien commun de l'humanité et aucune division, au fond, n'a lieu pour gagner cette bataille. Une coopération qui sera également utile pour faire face à l'autre grand défi économique cette fois. Le FMI et l'Organisation mondiale du commerce ont appelé les pays à réduire les restrictions à l'exportation pour éviter d'aggraver la crise mondiale. Un pragmatisme qui frise l'irresponsabilité selon les observateurs. La proposition de Donald Trump d'injecter des désinfectants aux malades du Covid a consterné la communauté scientifique. Certains dénoncent la dangerosité des propos, tandis que d'autres, en désespoir de cause, préfèrent en ironiser. La proposition de Donald Trump de combattre le coronavirus avec une injection de désinfectant a consterné la communauté scientifique. De nombreux spécialistes ont accusé le président américain d'être irresponsable en faisant cette suggestion dangereuse. Je vois que le désinfectant assomme le coronavirus en 1 minute. Est-ce qu'il y a un moyen de faire quelque chose comme ça avec une injection à l'intérieur, presque comme un nettoyage? Comme vous le voyez, le virus pénètre dans les poumons et cela fait un effet énorme. Il serait donc intéressant de vérifier cela. Et pour cela, vous devez recourir à des médecins, mais cela me semble intéressant. À la suite de cette déclaration, le fabricant du désinfectant Lysol, utilisé par des dizaines de millions d'Américains, s'est senti obligé de faire une mise au point écrite. Nos produits désinfectants ne doivent en aucune circonstance être administrés dans le corps humain, indique l'entreprise. Oxylis Barbeau, commissaire à la santé de la ville de New York, estime que l'introduction de l'un de ces produits, de quelque manière que ce soit, par injection, ingestion ou application sur la peau, nuit au corps. Les États-Unis recensent à ce jour plus de 50 000 morts dus au coronavirus, le pire bilan officiellement enregistré dans le monde. Dernier élément et page triste de cette édition, Clément Tapsoba n'est plus. Il est décédé le 23 avril à Ouagadougou des suites de maladie à l'âge de 65 ans. Il était journaliste et a servi à la radio nationale et aux éditions Sidoya dans les débuts des années 80.
L'homme va par la suite se tourner vers le cinéma et s'illustrer comme critique au Burkina et dans le monde, ce qui va lui valoir d'être membre de la Fédération panafricaine des critiques de cinéma. Clément Tapsoba a également participé à l'écriture d'ouvrages comme L'Afrique et le centenaire du cinéma, Afrique 50, singularité d'un cinéma pluriel. Il est aussi formateur dans les métiers de cinéma, enseignant à l'ISMA du Bénin et à l'ISIS au Burkina. Clément Tapsoba a été conduit à sa dernière demeure ce 25 avril par des parents, amis et connaissances. Le témoignage avec Césaire Carrefour et Ismaël Diloma Sirima. Ultime réunion de Clément Tapsoba avec les membres de sa famille. Une messe lui est dédiée afin que l'Éternel lui ouvre les portes de son royaume. Puis vint l'heure où celui qui s'est illustré comme critique de cinéma au Burkina et en Afrique doit rejoindre sa dernière demeure. Franchement, c'est quelqu'un dont j'ai admiré le calme, la détermination aussi. C'est une force tranquille parce que, a priori, il est inoffensif, mais c'est quelqu'un, quand il a des idées, il les défend. Nous perdons un grand homme. On perd un homme orchestre. On perd un homme qui a été sur tous les fronts. Et, hélas, comment on fait pour compenser cette perte? Est-ce que les jeunes qui ont été encadrés sont capables de venir à la rescousse comme lui? Je ne sais pas. L'homme que l'on conduit au cimetière de Bungué a servi à la radio nationale et aux éditions Sidoya au début des années 80. Clément Tapsoba est également scénariste et enseignant. Il a formé des centaines d'étudiants dans les métiers du cinéma au Bénin, en Côte d'Ivoire et au Burkina Faso. Il avait vraiment la soif de toujours transmettre les connaissances. Il était hyper rigoureux quant à critiquer, quant à analyser les films, quant à analyser l'image. Et nous, ça nous permettait réellement d'avoir des rudiments et pour que quand on va faire les scénarios ou les films, on puisse tenir compte réellement de toutes ces connaissances-là. Il était toujours disponible, très ouvert et vraiment avec une âme très profonde. Et quand tu avais besoin de lui, il était toujours là pour corriger ton mémoire, ton rapport. Clément Tapsoba tire sa révérence à l'âge de 65 ans. Il a cassé sa plume pendant qu'il était sur un projet d'écriture de livres pour que les générations futures puissent profiter de ses connaissances. Il avait beaucoup d'informations sur le cinéma burkinabé, sur les acteurs, les cinéastes, donc les comédiens. Et on lui demandait d'écrire ses mémoires et il nous l'avait promis. Et effectivement, avec Sama, il s'était engagé à cela. Mais malheureusement, Sama est parti et comme je l'ai dit, 7 mois après, lui aussi est parti, sans que nous puissions voir ses mémoires écrites. Une perte pour le Burkina Faso et surtout pour le FESPACO. Clément Tapsoba, fondateur de l'Association des critiques de cinéma du Burkina, laisse derrière lui 3 enfants et une veuve éplorée. Nos pensées à la famille et aux proches de Clément Tapsoba. C'est ce qui referme l'édition de ce soir. Merci à vous de nous avoir suivis. Tout à l'heure à 21h30, retrouvez Fousseni Kindo pour vos différentes contributions dans la lutte contre le Covid à travers le Coronaton. Prenez soin de vous et moi je vous retrouve demain 20h. Dieu voulant. Bonsoir.